du jour. Et je donne la parole à présent à M. Khaled Yari. Monsieur le Président, chers membres du Conseil de sécurité, je vous informe aujourd'hui un moment de grande tension et d'instabilité dans la région. Ceci a des répercussions sur les vies et la subsistance de centaines de millions dans la région et au-delà. Les tensions, les hostilités que nous avons observées ces dernières semaines au Moyen-Orient ont détourné l'attention de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Loin des projecteurs, la situation à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ne fait que se détériorer. La population de Gaza fait face à des frappes israéliennes mortelles et des conditions humanitaires effroyables, alors qu'en Cisjordanie, la violence, y compris une propagation terrible de la violence des colons, déplacements et l'accélération d'activités de colonisation menacent des communautés entières et érodent les perspectives d'un processus politique qui réglerait le conflit sur la base d'une solution de l'État viable. Monsieur le Président, à Gaza, le cessez-le-feu est de plus en plus fragile alors que les frappes israéliennes et les activités armées du Hamas et autres groupes se poursuivent. S'il est vrai que les efforts diplomatiques sont en cours en vue de consolider le cessez-le-feu et de mettre en œuvre la phase 2 du plan intégral endossé par le Conseil de sécurité, par la résolution 2803, les pourparlers relatifs au désarmement du Hamas et autres groupes armés n'ont pas permis d'aboutir à un accord, ce qui préoccupe au sujet du retour potentiel à des hostilités généralisées. Les civils continuent de payer le plus lourd tribut de la violence actuelle. D'après le ministère de la Santé de Gaza, depuis le début de cessez-le-feu, près de 800 Palestiniens, y compris plus de 200 enfants et 7 travailleurs humanitaires ont été tués comme résultat des frappes aériennes israéliennes, des bombardements et des tirs. Les forces de défense israéliennes ont affirmé que ces frappes prenaient pour cible les militants et les installations du Hamas. Dans l'intervalle, les besoins humanitaires sur le terrain restent excessifs. Près de 1,8 million de personnes, près de toute la population de Gaza, est déplacée et vit dans des camps et dépendent de l'aide dans un contexte d'hostilité, de dévastation des infrastructures et de risques croissants pour la santé. Alors que des améliorations ont été observées dans l'accès, la fourniture d'aide ces dernières semaines, l'accès reste imprévisible, limité au niveau des opérations au point de passage et restreint concernant certains articles humanitaires essentiels dits à double usage, des articles qu'Israël continue de limiter. La sécurité alimentaire reste un défi alors que les services essentiels, particulièrement l'eau, l'assainissement et la santé, sont encore au bord de l'effondrement. Des plans pour faire avancer de manière urgente, pas seulement l'aide humanitaire, mais également le redressement et la reconstruction, sont ralentis. Le 20 avril, l'ONU et l'Union européenne ont finalement lancé le plan d'évaluation rapide pour Gaza, plan d'évaluation des besoins et dégâts aux côtés de la Banque mondiale. D'après la dernière évaluation, le redressement de la reconstruction serait estimé à un coût de 71,4 milliards pour la décennie à venir, y compris 26,3 milliards qui sont nécessaires pendant les 18 premiers mois pour restaurer les services essentiels, reconstruire l'infrastructure critique et soutenir le redressement économique. Pour commencer seulement à répondre aux besoins immenses sur les territoires palestiniens occupés, les Nations Unies ont récemment lancé le fonds Horizon, coprésidé par le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et le coordonnateur spécial adjoint Ramiz Al-Akbarov. Ce fonds permettra aux Nations Unies de mettre en œuvre un plan de redressement précoce dans tous les territoires palestiniens occupés, conformément aux résolutions de l'ONU et le droit international. Nous apprécions profondément les contributions des États membres à ce jour. Afin de faire avancer le redressement, le Comité national pour l'administration de Gaza doit pouvoir s'acquitter de son rôle administratif de gouvernance tel que décrit dans la résolution 2803 du Conseil de sécurité en coordination avec l'autorité palestinienne. Alors que d'autres éléments du plan intégral sont pleinement mis en œuvre. Ceci comprend le désarmement de Hamas et autres groupes armés à Gaza, le retrait israélien de la bande et le déploiement de la force internationale de stabilisation. Monsieur le Président, passons à la Cisjordanie. Entre le 14 mars et le 16 avril, les autorités israéliennes ont avancé dans leur plan
de construction de 1080 unités de logement en Cisjordanie, y compris 680 dans différentes colonies dans la zone dite C, et un plan pour 400 unités de logement à Jérusalem-Est. Le 25 mars, le gouvernement israélien a approuvé 34 colonies dans la zone dite C. Ceci comprend de nouvelles colonies, la régularisation d'établissements existants et des voisinages de colonies existantes, représentant le plus grand élargissement à ce jour en une seule décision gouvernementale. Pendant la période couverte par l'étude, 21 Palestiniens, y compris 6 enfants, ont été tués par des forces israéliennes ou des colons en Cisjordanie, et 310, y compris 45 enfants, ont été blessés. D'après des sources israéliennes, un Israélien a été tué et 11 blessés, y compris une femme, dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens. La fréquence et la gravité des attaques des colons continuent d'augmenter. Des communautés palestiniennes entières font face à présent régulièrement à une violence mortelle, à du vandalisme, à du harcèlement, souvent présence de soldats israéliens ou voire leur participation. J'ai noté des expressions de préoccupation récentes par certains responsables israéliens concernant la violence des colons et un appel aux autorités afin d'agir immédiatement et arrêter cette violence. La situation dans le nord de la Cisjordanie, dans les camps de réfugiés, reste alarmante. Des opérations militaires israéliennes et les restrictions d'accès ont mené au prolongement des déplacements, à la prolongation de déplacements de plus de 33 000 résidents de Jenin, Tulkarm et Nour Shams. Ces camps restent essentiellement vides, ce qui est la plus grosse crise de déplacement en Cisjordanie depuis des décennies. Monsieur le Président, les conditions économiques dans toute la Cisjordanie continuent de se détériorer. L'augmentation du coût de la vie, l'accès limité à l'emploi, les restrictions de mouvement minent les moyens de subsistance et rendent de plus en plus dépendants de l'aide humanitaire. L'autorité palestinienne fait face à une crise fiscale existentielle qui menace les fondations même des institutions pour un État palestinien futur. 9 mois de gel des revenus fiscaux menant à plus de 14 milliards de dettes, dollars américains, et des pressions constantes sur les dispositions bancaires correspondantes laissent l'autorité palestinienne sans les outils fiscaux qui sont nécessaires à sa subsistance. Sur une note positive, le 25 avril, les Palestiniens ont saisi une occasion importante d'exercer leur droit démocratique en participant à des élections locales dans la plupart de la Cisjordanie, à Deir el-Balah et dans la bande de Gaza. Les Nations Unies félicitent la Commission centrale des élections palestiniennes pour sa gestion crédible du processus électoral, vu les défis de taille en Cisjordanie et les conditions extraordinairement difficiles à Gaza. Les Nations Unies réitèrent leur attachement à soutenir et à renforcer les institutions palestiniennes, à promouvoir la gouvernance démocratique. Revenons à la région. Les Nations Unies se félicitent de la prolongation de 3 semaines de la cessation des hostilités entre Israël et le Liban et les pourparlers en cours facilités par les États-Unis. Nous sommes prêts à appuyer ces efforts et continuer d'exhorter à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu permanent et une solution, un règlement à long terme du conflit. Sur le terrain, la situation reste extrêmement fragile dans un contexte de violence continue avec des frappes constantes d'Israël et du Hezbollah, des violations de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban et la détention d'armes en dehors du contrôle de l'autorité étatale libanaise. Nous enjoignons l'autorité de l'État libanais, Nous enjoignons tous les acteurs à faire preuve de retenue, à pleinement respecter la cessation des hostilités et à respecter leurs obligations au titre du droit international, y compris le DIH, en tout moment. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La diplomatie est la seule voie vers une paix pérenne. 6 casques bleus, 4 Indonésiens et 2 Français servant au sein de la FINUL ont été tués depuis le 2 mars. Et d'autres ont été blessés. Nous réitérons notre condamnation ferme de toutes les attaques contre des casques bleus et exprimons nos plus profondes condoléances aux familles
et aux amis de ces casques bleus, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de l'Indonésie et de la France. Les attaques contre les casques bleus sont inacceptables et doivent faire l'objet d'enquêtes dans les plus brefs délais afin de demander des comptes aux auteurs. La sécurité, la sûreté du personnel de l'ONU et l'inviolabilité de la propriété de l'ONU doivent être respectées par toutes et tous. Sur le Golan, les forces de défense israéliennes restent du côté Bravo et ont 11 positions actuellement, 8 dans la zone de séparation et 3 dans la zone de limitation dans le voisinage de la ligne de Bravo. Les forces de défense israéliennes continuent de réaliser des opérations du côté de Bravo, y compris des opérations des fouilles la nuit dans les villages et certains cas de détention de civils. Certains des civils ont été libérés suite à des interrogatoires par les FDI, d'autres restent en détention en Israël. Monsieur le Président, régler le conflit israélo-palestinien reste essentiel pour arriver à une paix pérenne dans la région. Cela continue d'alimenter en effet l'instabilité dans tout le Moyen-Orient. Les réunions du 20 avril de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution des États et le comité spécial de coordination ont souligné l'engagement de la communauté internationale en vue de préserver ce qui a été bâti au fil de décennies, en vue d'identifier et de revenir sur une tendance très destructive sur le terrain et trouver les manières de traduire sur le terrain cette volonté politique pour avoir des mesures réelles sur le terrain, soutenues par des engagements financiers. En dépit de tous ces défis, tels que l'ont fait remarquer les réunions du comité spécial et de l'Alliance mondiale, il n'y a pas d'alternative à la solution politique. Un cadre politique qui permette d'avancer clairement vers la fin de l'occupation et la réalisation d'une solution à deux États qui soit viable est essentiel pour répondre les besoins urgents sur le terrain et pour arriver à une paix juste et pérenne. Les Nations unies réitèrent leur attachement, leur intention de soutenir tous les efforts à cette fin. Je vous remercie. Je remercie M. Kerry pour cette déclaration et je donne à présent la